Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Benoît Hamon, fondateur de Génération. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Rocardien de formation, vous avez toujours milité au PS et exercé sous cette étiquette de nombreux mandats, dont celui de député européen. Après la victoire de François Hollande en 2012, vous serez successivement ministre de l'économie sociale et solidaire, puis de l'éducation nationale. Après votre sortie du gouvernement avec Arnaud Montebourg en 2014, vous rejoindrez les rangs des frondeurs du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. En 2017, vous créez la surprise en raflant à 49 ans l'investiture socialiste pour la présidentielle. La suite sera moins glorieuse. Certains socialistes boycottent votre campagne, d'autres la plombent même. Et au final, vous réaliserez un maigre score de 6,4%. Après cet échec, vous quittez le PS et vous fondez votre propre mouvement, Génération, avec l'ambition de renouveler un projet de gauche et écologiste. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, par Corinne Laurent de La Croix et par Romain Mazenot de RCF. Alors avant de passer en revue l'actualité dense de la semaine, une première question sur le SNU, le fameux service national universel qui a été présenté aujourd'hui par le gouvernement. Vous avez été, vous, longtemps proche des jeunes socialistes. Comment vous percevez cette initiative ? Ça vous semble une bonne idée pour redonner un peu du lien social à ce pays ? Écoutez, sur le principe, tout ce qui veut contribuer à ce qu'on fasse nation, en tout cas à recréer une communauté de destin, et sur le papier en tout cas intéressant, là, honnêtement, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Il me semble en plus que la formule qui est choisie, qui embarrasse tout le monde, hein. Les armées qui n'en veulent pas, le mouvement associatif qui n'en veut pas. C'est une formule qui correspond à un engagement de campagne du président de la République qu'il veut coûte que coûte mettre en œuvre et qui, me semble-t-il aujourd'hui, ne correspond ni à ce dont la nation a besoin, ni à ce qui pourrait permettre aux générations nouvelles ou de s'approprier totalement la République, ou de trouver dans cette période, moi j'ai fait mon service national, service militaire à l'époque, il y avait plus beaucoup de brassage social déjà à l'époque, parce que finalement les plus favorisés échappaient aux régiments les plus durs, et quand c'était pas au service national. Mais bon, ça avait une fonction quand même à l'époque, la conscription, le service national. Là, je n'y vois qu'une forme édulcorée de service à la nation qui me paraît être très coûteuse pour une utilité assez faible. Et la nation, il va être question dans cette première partie de Face aux chrétiens avec la crise des Gilets jaunes. Et c'est donc Louis Dauphren qui nous pose la première question dans cette première partie de Face aux chrétiens. Alors évidemment, la question du débat. Comment vous allez vous en emparer ? Emmanuel Macron pense reprendre la main sur la crise des Gilets jaunes, peut-être pour que celle-ci arrive à un niveau d'extinction qui lui permette de rebondir. Vous-même, comment est-ce que vous allez entrer dans ce jeu-là, dans ce jeu de la discussion, sachant que il y a un mot qui est peut-être un peu dominant pour vous, c'est le processus constituant. À quoi pourrait aboutir un processus constituant ? Bon, la première chose que je veux vous dire, M. Dauphren, pour répondre à cette question, c'est que toutes les occasions qui nous sont offertes de se parler, à condition qu'on se parle, je les reçois comme bonnes, à condition qu'on se parle. Les uns les autres, parce que nous vivons une époque où on se jette des arguments au visage, où on polémique, mais où chacun se réfugie dans son groupe, sa communauté de pensée, et ne juge finalement que les arguments qu'il trouve au sein de sa tribu, de sa communauté, etc. Et ça m'a beaucoup frappé sur les dernières années. J'ai eu le sentiment finalement que on ne s'écoutait guère. Et donc, si c'est une occasion de se parler, de s'écouter, d'entendre des arguments différents, c'est toujours, me semble-t-il, une bonne chose, surtout en démocratie. Maintenant, le président de la République, qui jusqu'ici nous disait « taisez-vous parce que j'ai raison », pour faire vite, nous dit « je vais vous écouter ». Moi, la première chose que je veux dire, c'est que ce débat, c'est d'abord les Français qui l'ont voulu. Parce que jusqu'ici, ils avaient porte close, ou dans l'administration, ou du côté du gouvernement, quand ils disaient « je ne comprends pas qu'une maternité ferme ».
si près de chez nous. Je ne comprends pas qu'une ligne de chemin de fer ferme. Je ne comprends pas que je paye tant d'impôts pour 4 fois moins de services publics que quelqu'un qui paye les mêmes impôts, mais qui, en zone urbaine, va avoir le droit, il y a la Poste, il y a la SNCF, et à l'hôpital, et à des bonnes écoles, etc., etc. Donc ce sont les Français qui l'ont obtenu. Le président de la République, pour une fois, semble avoir écouté, mais il ne faut pas que ce soit, cette fois-ci, cause toujours. C'est-à-dire parler, des sujets que j'ai choisis moi-même, Emmanuel Macron, mais pour le reste, je ne changerai rien. Et je veux le dire vraiment avec beaucoup de sincérité, si on ne change pas dans notre pays la question de la répartition des richesses, si sur les écarts salariaux, comme sur le creusement des inégalités avec l'accaparement de richesses considérables, colossales par une toute petite minorité, si on ne change pas cela, nous ne pourrons pas penser à un certain nombre des questions fondamentales qui sont devant nous, qui sont celles de notre modèle de développement, productiviste, consumériste, qui sont celles de l'impact de ce que nous faisons sur notre environnement, qui sont celles des inégalités sociales, du développement de la très grande pauvreté. On ne pourra rien changer. Donc fondamentalement, cette question-là, qui reste une question interdite et une ligne rouge du président de la République, si elle n'est pas traitée, elle rend à certains égards ce débat, ou elle risque de rendre ce débat obsolète. Et il n'y a rien de pire que de susciter un espoir si c'est pour que cet espoir soit trop vite déçu. Donc, moi j'ai répondu au président de la République, par écrit, ce jour même. Je lui ai écrit, je lui ai dit, au fond, ce que je pensais, c'est que le contraire de la connaissance, ça n'est pas l'ignorance, ce sont les certitudes, et que jusqu'ici, il a eu trop de certitudes, et qu'il faut qu'il accepte d'ouvrir vraiment ce débat. Alors, le débat est ouvert, puisqu'il dit toutes les questions... voilà, moi je mets un cadre, je propose des thèmes, mais toutes les questions sont sur la table. Vous pouvez vous emparer de... Et il nous dit, si vous voulez baisser des impôts, il faudra nous expliquer comment vous baissez la dépense publique en face. On ne touche pas à l'ISF, donc on ne touche pas à la répartition de la richesse. Et alors, puisque vous m'interrogez sur le processus constituant, je ne veux pas vous donner l'impression d'esquiver la question, mais oui, je crois que la Ve République, elle est épuisée, asphyxiée, obsolète. Pourquoi ? Parce que finalement, on vit une forme d'hypocrisie assez ancienne, qui veut que tous les 5 ans, avant c'était tous les 7 ans, mais on élise un président de la République, on lui confie des pouvoirs incroyables, sans véritable contre-pouvoir, et entre 2 élections, il ne se passe quasiment plus rien. Alors, il y a d'autres élections intermédiaires, mais globalement, le président de la République agit en toute impunité. Or, dans la lettre du président de la République, il ouvre beaucoup de sujets au débat sur le fonctionnement de nos institutions, sauf un, son rôle, son propre rôle. Et moi, ce que je crois important aujourd'hui, parce que c'est la tradition dans laquelle je me situe sur le plan politique, qui vous avez évoqué mon passé rocardien, mais l'histoire de cette gauche-là, c'est une histoire d'une gauche plus girondine que jacobine, en tout cas, qui avait une grande exigence démocratique, et pas périphérique, pas subalterne, mais une vraie démocratie enracinée dans le quotidien des Français, ce à quoi nous ne sommes pas parvenus jusqu'ici. Eh bien, en raison du fait que j'ai ces convictions-là aujourd'hui, je crois qu'il faut basculer vers une 6e République plus décentralisée, plus participative, et surtout qui nous donne les moyens d'une séparation des pouvoirs. Comment la voyez-vous au terme de ce débat ? Comment passez-vous d'un débat organisé aujourd'hui par l'exécutif, ou du moins impulsé par l'exécutif, à un changement de régime, à une assemblée constituante qui n'est pas prévue par la Ve République, par rien en fait. Non, mais on peut très bien décider que le Parlement... c'est une sorte de coup d'État institutionnel. Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas de coup d'État. L'objectif, il est que le Parlement, s'il le souhaite, il y a des majorités, mais se déclare constituant, c'est-à-dire qu'il prépare une nouvelle constitution qui serait soumise, évidemment, à la ratification par référendum du peuple français, mais on ne pourra pas se contenter juste, ce qui était ma position lors de l'élection présidentielle, d'un référendum d'initiative citoyenne. Je défendais le 49.3 citoyen, que j'ai entendu pendant la présidentielle, de la reconnaissance du vote blanc, je l'ai défendu pendant l'élection présidentielle, très très bien. Le président de la République se rallie à ce que je défendais peut-être, on verra bien. Mais ça ne suffira pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs au pouvoir colossal qui est celui du président de la République. Moi, je souhaite, au fond, davantage de modération. La reconnaissance que l'intelligence collective, c'est plus fort.
c'est plus puissant, ça transforme plus, et c'est surtout beaucoup plus garant de l'intérêt général que le génie d'un seul. La Ve République, depuis le général de Gaulle, sans doute ces institutions correspondaient-elles à une époque, elle fonctionne sur cette imposture selon laquelle le génie d'un seul est plus grand, plus fort, plus puissant que l'intelligence de tous les Français réunis. Eh bien, moi, je continue à penser, ça n'est peut-être pas encore à la mode parmi les élites françaises, que le génie collectif des Français est plus grand que le génie d'un autre. Et le référendum citoyen, alors, puisque c'est une des premières revendications des Gilets jaunes, avec toutes les ambiguïtés que ça, puisqu'on voit bien qu'ils ont des propositions qui vont un peu dans tous les sens. Ah ben le peuple, c'est Bertolt Brecht qui évoquait ceux qui veulent dissoudre le peuple. Moi, je ne veux pas le dissoudre. Le peuple français, il est ce qu'il est, avec ses contradictions. Et chez le même citoyen ou la même délégation, par exemple, de Gilets jaunes, vous aurez des gens qui diront le SMIC à 1 500 € net, et en même temps, on en finit avec les cotisations sociales patronales, parce qu'il y aurait trop de cotisations, trop de charges, comme ils disent aujourd'hui. Donc oui, il y a des contradictions. Et c'est valable sur tous les sujets, sociaux, économiques, écologiques, sociétaux. Bon. Mais c'est le peuple français. Donc, la question du référendum d'initiative citoyenne, quel usage peut-il avoir ? Moi, je l'imaginais comme un instrument par lequel le peuple peut soumettre ou inscrire à l'agenda de l'Assemblée, du Sénat, du Parlement, un thème, parce qu'il considère que voilà, c'est un thème important, sous réserve, évidemment, qu'il y ait suffisamment de signatures. Pour moi, c'était 1% du corps électoral, mais issu d'un certain nombre de départements, que ce soit, donc il y a une variété des territoires représentés. Première utilisation possible. La seconde utilisation, c'est la possibilité que, justement, en pétitionnant, un texte examiné à l'Assemblée nationale soit basculé pour son adoption définitive vers le peuple qui s'exprime par référendum. À quoi pourrait-on consacrer cela ? Moi, dans ce que je défendais, l'idée était simple, c'est que ce référendum d'initiative citoyenne ne puisse pas remettre en cause les grands engagements de la France dans les traités internationaux, les grands principes fondateurs de la République. Sinon, là, on est dans un autre débat qui nous amène à changer radicalement le type de régime dans lequel nous voulons vivre. Donc, pas de remise en cause de droits qui sont des grands acquis de la République et des Français. Dès lors qu'on a posé ça, évidemment, il y a la question de la peine de mort, qui est un des sujets que moi je considère, d'abord, il a été constitutionnalisé, il fait figure d'engagement aussi internationaux de la France, notamment dans le cadre de l'Union européenne, donc il n'aurait pas pu être l'objet d'un référendum d'initiative citoyenne. Mais après, les sujets sont innombrables. Et je vais vous en donner un tout de suite. 2 millions de signatures pour l'affaire du siècle. C'est-à-dire que 2 millions de Français viennent de signer pour que l'État soit traduit en justice pour non-respect des engagements qu'il a pris dans le cadre des accords de Paris. C'est pas rien, quand même, cette affaire. Donc on voit qu'on peut, sur des grands sujets d'intérêt général, obliger l'État et le gouvernement, ne serait-ce déjà qu'à tenir les engagements qu'il a pris. 800 000 signatures sur le mariage pour tous contre... Oui, je sais bien, mais... pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un référendum ? Moi, je crois pas, vraiment. Je vous le dis franchement... Donc vous faites comme Emmanuel Macron, vous choisissez vos sujets. Non, je pense qu'il faut strictement que dans le cadre de ce référendum d'initiative citoyenne, on dise les droits nouveaux, ces droits-là ne sont pas sujets à référendum. Après, vous pouvez, libre à vous, aux élections, de choisir un président de la République, une majorité qui va remettre en cause cela. Ça, c'est votre choix. Mais je pense aujourd'hui que sur tous ces droits nouveaux qui sont désormais des acquis, il ne faut pas se livrer à une remise en cause systématique de ces droits par référendum d'initiative citoyenne. J'ai bien lu votre lettre. Il y a des termes forts. Vous parlez de civilisation, d'essence, l'essence de la civilisation vorace, le productivisme. On croirait lire du pape François, d'une certaine façon, à certains égards. Le pape François sur ce sujet. Il y a une et sorte l'encyclique Laudato aussi. Bah oui, mais j'en ai parlé sur France Inter. On m'a dit oulala, parler du pape sur France Inter, ça m'a fait rire. Mais pourquoi je ne parlerais pas du pape sur France Inter ? Non, mais dans l'encyclique Laudato aussi, il dit quoi ? D'ailleurs, je regarde les proximités, c'était intéressant. Il dit crise financière, crise économique, crise écologique. Si vous voulez retracer un chemin d'espoir pour l'humanité, vous êtes obligé de traiter ces trois questions à la fois. Ça tombe bien, il a raison. Aucune d'entre elles. Vous ne pouvez pas séparer les unes des autres. Bon, c'est frappant parce que ça rejoint des propos, j'ai cité aussi Naomi Klein ou Bernie Sanders aux États-Unis, qui nous disons tous la même chose. Donc, moi je me sens une responsabilité, à la fois comme, je l'ai dit souvent, comme père de famille. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants si nous ne prenons pas en charge cela ? Cette grande question aujourd'hui
des écarts de richesse et de la crise de notre modèle de développement. Oui, nous sommes dans une crise de civilisation. Et fondamentalement, si on devait se poser entre nous, là, même tous les 5 ou avec vos téléspectateurs, nous sommes face à un dérèglement climatique qui va bouleverser nos vies. Une révolution numérique qui change la nature du travail. On devrait, ce serait un beau débat, se dire qu'est-ce qu'on veut garder, nous Français? Qu'est-ce qu'on peut garder ensuite? Et qu'est-ce qu'on veut conquérir? Ce sont ça, là, des belles et grandes questions. Donc oui, le pape, parmi d'autres, ça n'est pas, je vous rassure, ma seule référence, mais il fait partie en tout cas des voix qui sont des voix qui nous invitent à, en tout cas, avoir un débat qui aille un tout petit peu au-delà de la lettre de M. Macron, si je peux me permettre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette invocation de la civilisation, de l'essence, etc., d'une forme de bien commun, et l'apologie que vous faites des droits nouveaux, qui sont directement liés à la création de marchés et donc à la production, au système capitaliste, à ce que vous décriez par ailleurs? Alors, pour être très clair... D'où votre absence de discours sur les questions éthiques. Les questions éthiques, moi, j'en ai un discours. Moi, je suis, par exemple, alors là, j'assume, y compris au prix de désaccords au sein de ma famille politique, moi, j'assume, par exemple, que la GPA, j'y suis totalement défavorable. La gestation pour autrui, je considère qu'elle s'ouvre sur... de facto, une forme de marchandisation du corps qui me semble inadmissible. Inadmissible, pourquoi? Parce que la gestation pour autrui, à la différence d'autres formes de procréation comme la PMA, elle fait appel à un tiers, elle pourrait ouvrir à l'idée qu'on loue un ventre, comme c'est déjà le cas sur des marchés parallèles, pour pouvoir avoir un enfant, et de surcroît, elle pose une série de questions éthiques fondamentales. Donc, moi, je me suis toujours opposé à cela. Et sur des principes qui sont des principes éthiques, qui peuvent avoir une inspiration religieuse, spirituelle pour certains, pour d'autres pas, mais ou en tout cas spirituelle mais non religieuse. Mais oui, je crois aujourd'hui que cette question-là, c'est une ligne rouge. On doit pouvoir dire là où le marché a un sens et là où il n'en a pas. Et pourquoi je me suis opposé à ça? C'est que je regardais comment aujourd'hui cette question-là se traitait. Ce sont toujours des couples riches qui font appel à des familles ou des mères de familles pauvres pour, même quand il y a une notion de don, puisqu'on m'a dit que ça peut être un don, bon, à la fin, que se passe-t-il si on a un enfant avec un handicap et que la famille qui l'a demandé, espéré, et qui veut pouvoir adopter cet enfant, le refuse parce qu'il a un handicap? Non, moi vraiment, donc ça, j'y suis défavorable. Mais je suis favorable à la procréation médicalement assistée, même pour les couples de lesbiennes, qui fait aujourd'hui débat. Donc, voilà, moi je n'écarte pas ces questions-là. Au contraire, je pense que la civilisation qui est la nôtre, elle doit s'interroger, évidemment, sur ces questions-là. Donc sur le rapport parlementaire, le rapport parlementaire sur la bioéthique de Jean-Louis Touraine, vous êtes plutôt partagé. Mais oui, je regarde avec intérêt, mais j'observe. Parce qu'il ne faut pas esquiver ces questions-là. Enfin, tout ça, je fais durer la première partie, je crains. Mais les Français, par exemple, sont bien en avance des politiques, mais bien en avance des institutions parfois auxquelles ils croient, ou alors auxquelles il faut une confiance politique ou spirituelle, parfois grande ou modérée. Mais sur la fin de vie, débat extrêmement lourd, important, qui renvoie à la conscience individuelle, etc. Mais sur la fin de vie, quand on interroge les Français, ils souhaitent que cette fin de vie, elle puisse être accompagnée, y compris jusqu'au suicide assisté. Donc sur ces sujets aussi, il faut écouter les Français. Hein. Mais je pense qu'après, il faut allons marquer une première pause dans cette émission. C'est une heure en cours, mais on va marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Merci Louis Dauphren. Nous nous retrouvons après une courte pause avec Corinne Laurent qui posera des questions à Benoît Hamon, notre invité. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens avec notre invité Benoît Hamon, fondateur de Génération. Il est interrogé par Corinne Laurent de la Croix. Bonjour. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Corinne Laurent. Pour commencer, un an après la création de votre mouvement Génération, quel bilan tirez-vous de cette expérience finalement émancipatrice de votre ancienne famille socialiste? C'est un jeune mouvement Génération, plus féminin que masculin. Plus issus du secteur privé que du secteur public. Je dis ça parce qu'on a fait une sorte d'étude sur nos membres. Et c'est un jeune mouvement qui est à la fois écologiste, socialiste, européen,
et qui s'inscrit dans le débat politique comme tous les nouveaux mouvements, en tâtonnant, en cheminant, en construisant aussi, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, même si la marche a été privatisée par Emmanuel Macron, en tout cas on va la lui reprendre en partie, mais voilà, c'est un jeune mouvement, donc sa première élection, ce seront les élections européennes, qui est un enjeu que nous prenons très au sérieux, et parce que je crois que la responsabilité, ça devrait être notre responsabilité collective d'ailleurs, de citoyens, c'est de ne pas se laisser enfermer dans une forme de mâchoire qui est terrible. Une mâchoire entre les libéraux d'un côté qui dirait il n'y a pas d'autre voie que celle qui est prise par l'Europe depuis maintenant de nombreuses années, qui est libérale, dérégulatrice, etc. Et l'autre voie qui serait ou nationaliste ou souverainiste, mais qui indiquerait le chemin de la sortie. Moi, il me semble, je veux le dire aussi simplement que ça, que oui, l'Europe ne marche pas. Moi, je la trouve férocement libérale, dirigée par M. Juncker, qui est lui-même un libéral conservateur qui ne me plaît pas, et je trouve que les traités ne sont pas bons. Mais pour autant, dois-je quitter l'Europe parce que je pense cela ? Parce que je me ramène ce raisonnement à la France. La France est férocement libérale, dirigée par un président de la République que je trouve pas aujourd'hui à la hauteur des défis qui sont posés à la nation. Et je pense que la Constitution de la Ve République n'est pas bonne. Mais je ne vais pas pour autant quitter la France. On va en parler de l'Europe, mais juste... Mais c'est simplement pour dire que c'est la raison pour laquelle notre mouvement, lui, s'engage totalement sur ces questions européennes. Il commence par cela. Et ça me paraît important de le faire en disant c'est pas parce qu'on est un mouvement de plus que pour autant les questions de fond que l'on traite sont pas au premier plan. Je pense qu'il faut commencer par les fondamentaux. Mais la crise des Gilets jaunes, justement, est-ce qu'elle ne montre pas que justement il y a peu d'espace possible entre le libéralisme, la démocratie sociale qu'incarne Emmanuel Macron et les extrêmes qui semblent plus profiter de ce mouvement? On entend peu exister le parti LR, on entend peu le PS, on entend peu Génération. D'abord, vous savez, il y a une très jolie définition de la crise qui dit que la crise, c'est quand le vieux est mort et que le neuf hésite ou ne peut pas naître. C'est ce moment, cette zone grise dans laquelle sans doute nous sommes, où nous voyons un régime s'éteindre, je pense un modèle de développement aussi s'éteindre, productiviste. On disait que le bonheur, c'est la croissance de la richesse matérielle, point barre. Ben non, ça marche plus. On voit que le travail est en train de se transformer par la révolution numérique, donc ce monde s'éteint. Et avec les partis politiques qui ont de ce monde-là. Mais nous ne savons pas ce qui va naître. Est-ce que ce qui va naître, c'est la tentation autoritaire par les extrêmes? Est-ce que c'est une autre forme de tentation autoritaire par le libéralisme? Ou est-ce qu'on arrivera à construire un modèle de civilisation plus patient, plus tempérant, dans lequel la démocratie, donc les individus auront davantage de place? C'est ce que je souhaite. Alors, oui, on n'a pas nos repères. Récemment, j'ai dit, alors je vais le dire sur Cato TV, ça parlera peut-être encore à plus de monde, j'ai dit il faut remettre dans la politique le clocher au milieu du village. Mais ça veut dire quoi? Redonner des repères au débat politique. Le clivage droite-gauche, il est toujours là. Il est peut-être un peu plus confus dans la tête de certains responsables politiques, mais moi, je peux vous le donner sur beaucoup de sujets. Et il trouve à s'incarner dans beaucoup de sujets. Ben voilà, moi, je veux contribuer à clarifier le débat politique. Oui, mais justement, on voit dans le dernier baromètre du Cevipof sur la confiance que la gauche et la droite, ça ne représente plus trop grand-chose aux yeux des Français et qu'ils ne se tournent pas forcément vers ce clivage pour résoudre leurs problématiques. Et est-ce que du coup, quelle définition vous donneriez à la gauche? Quels instruments elle peut avoir pour reconquérir le cœur des Français? D'abord, pourquoi est-ce qu'ils n'y se retrouvent plus? Parce que ça fait maintenant 20 ans qu'ils votent ou à droite ou à gauche, mais ils ont le sentiment que, globalement, sur les sujets sur lesquels, au-delà des polémiques de tribunes ou médiatiques, les sujets sur lesquels les grands partis de droite et les grands partis de gauche se retrouvaient sont de plus en plus nombreux. Les services publics ont continué à disparaître. Les politiques macroéconomiques font l'objet d'un grand consensus. Il ne faut pas toucher au déficit, il ne faut pas toucher à l'endettement, il faut baisser le coût du travail, Les politiques de sécurité, honnêtement, ont trouvé, notamment avec Manuel Valls, à faire s'entendre les gens de droite et les gens de gauche. Alors, il y a un peu de surenchère par-ci, par-là, mais au fond, l'indifférenciation n'a cessé de croître entre les grands partis de gauche et de droite. Donc, honnêtement, je suis un citoyen, je mets un bulletin de vote dans l'urne, un jour à gauche, un jour à droite, ça ne change rien à ma vie. Je me dis qu'effectivement, ça n'est plus la bonne grille de lecture. Pour autant,
sur la question des écarts salariaux, sur la question des inégalités, donc de la redistribution, de la notion de service public, sur la question du modèle de développement. Est-ce qu'on continue avec un modèle capitaliste aujourd'hui qui est si vorace, qui s'appuie tellement sur la cupidité des individus, que finalement, la place même de l'humanité sur la planète est en train de connaître un tournant, et ce tournant pourrait s'incarner dans un scénario à plus de 2 degrés du réchauffement qui nous emmènerait vers un processus irréversible de dérèglement qui va accélérer les migrations de population et pousser les gens à l'exil, mais dans des proportions, mesdames et messieurs, il faut le savoir. Ce que nous connaissons aujourd'hui, qui effraie M. Castaner, M. Collomb et quelques autres dans les migrations, mais tout ça va être multiplié par 10, par 100, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, dans les années qui viennent, à raison du dérèglement climatique. Donc, ces sujets-là, ils trouvent à devoir être discutés dans le cadre d'un nouveau clivage droite-gauche. Mais la France, elle vit, même avant la Révolution, il y avait la gauche et la droite. Hein, donc, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron décident, parce que ça les arrange, qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche, que la gauche et la droite, elles n'existent plus. Benoît, voilà. Si les enjeux de civilisation sont tels, pourquoi la gauche n'arrive-t-elle pas à s'unir et pourquoi partez-vous dispersés pour les européennes, les écologistes d'un côté, le PS de l'autre, Génération de l'autre, et on vous donne tous, les sondages disent tous que vous risquez de faire des scores qui seront peut-être en dessous de 5%. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la crise. Hein, on sait ce qu'on a perdu, mais on ne sait pas ce qui va naître. Première chose. Ce qui me frappe beaucoup, c'est on dit qu'il y aura plusieurs listes de gauche, mais Génération et l'Alliance citoyenne que nous allons constituer va se revendiquer de la gauche. Jean-Luc Mélenchon ne se revendique plus. Il veut unifier le peuple contre l'oligarchie. Il dit la gauche, c'est plus le concept qui marche. Une partie de la social-démocratie a rejoint Emmanuel Macron et sont et je suis de droite et de gauche, ou ni droite ni de gauche, on ne sait pas, mais bon, c'est va. Donc vous dites les que Verts, la gauche, c'est moi. Non, pas que moi. Je dis qu'il faut que nous reconstruisions la gauche. Les Verts reviennent au discours d'Antoine Wechter à une époque qui disait on peut être un jour allié à la gauche, un jour allié à la droite. Bref. Donc, qui se revendique encore de la gauche et prétend aujourd'hui, sur les questions européennes, sur les questions économiques, qu'est-ce qu'on fait de cette banque centrale? Elle crée de l'argent ou vers quoi on le dirige? Comment engage-t-on la transition écologique? Comment lutte-t-on contre les inégalités? La grande pauvreté? J'ai défendu le revenu universel d'existence. Dont on ne parle pas beaucoup ces temps-ci. Non, mais sur quelques ronds-points, on en parle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme instrument qui permet de redonner de l'autonomie aux individus, une capacité à négocier, à choisir un peu leur vie, à ne pas dépendre d'un salaire de misère, à redonner de la dignité aux individus, c'est un instrument qui... alors, d'abord, il progresse partout dans le monde, et je m'en réjouis que des personnalités de plus en plus nombreuses aujourd'hui travaillent à cette solution-là. Mais voilà un sujet sur lequel droite et gauche vont trouver à discuter, pas à se battre, mais à discuter et à cliver. Et en disant... Moi, je le dis sincèrement, moi, je regardais la dernière élection présidentielle. J'étais en désaccord avec à peu près tout ce que disait François Fillon. Vraiment, parce que le chemin qu'il proposait n'était pas le bon, mais à mes yeux. Mais après, c'était un débat droite-gauche. Il proposait un chemin, libre à ceux qui le souhaitent de le prendre. J'en proposais un autre, mais gardons-nous surtout, comme on le font les uns et les autres, Emmanuel Macron en tête ou d'autres, de parler au nom de la vérité. Ça, je ne le supporte pas. Dans le champ de la République et de la démocratie, moi, quand je parle, je ne dis pas « la vérité commande de dire que j'ai raison ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez choisir la voie que je propose librement, comme des citoyens, mais la vérité, laissons cela aux prêtres, aux curés d'un côté et aux philosophes de l'autre. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Je propose une option, un chemin. Et ayons ce débat-là sereinement. Eh bien, il y a un chemin de gauche et un chemin de droite. Si les gens ne voient pas qu'il y en a un, à mon avis, quand même, il y a un paquet de personnes qui voient bien ce qu'était la différence avant, en tout cas sur le pouvoir d'achat, sur les conditions de vie, sur l'égalité. Bon, c'est ça que nous voulons reconstruire avec d'autres dans l'Alliance citoyenne que nous défendrons avec Génération. Oui, vous dites il y a un choix électoral à faire. Moi j'essaie de comprendre, et je ne comprends pas très bien ce que vous voulez faire. Avec l'Alliance citoyenne, vous-même, ça s'incarne. Vous-même, serez-vous candidat? Et très honnêtement, pourquoi vous ne faites pas une alliance avec les écologistes? Vous portiez les mêmes sujets lors de la présidentielle. Alors, c'est très simple. J'ai proposé cette alliance. J'ai même proposé que Noël Mamère, écologiste, soit tête de liste. Les Verts l'ont refusé. Parce qu'ils ont décidé, la conclusion qu'ils ont tirée de l'élection présidentielle, c'est on doit se séparer
de la gauche. Bon, dont acte, je respecte cette décision. Et il se rapproche désormais de ce qu'est la position des Verts allemands, qui est plutôt de dire on peut gouverner avec les uns ou avec les autres. D'ailleurs, j'observe que des gouvernements de droite ou de gauche recrutent leurs ministres écologistes, toujours la de Rugy, Hulot, la droite, Macron. On est d'accord quand même que sur Emmanuel Macron, même s'il ne le dit pas, est plutôt de droite, sur le fond. Ou en tout cas, vous prenez 10 étudiants de sciences politiques, vous mettez le programme dans Le Monde, vous mettez le programme d'Emmanuel Macron, il n'y en a pas un qui dira qu'il est de gauche. Donc il est plutôt de droite. Bon, mais il a recruté des ministres chez les Verts. Avant, Hollande avait recruté des ministres chez les Verts. Bon, moi, c'est plutôt ce à quoi ils reviennent. Donc moi, j'aurais souhaité qu'effectivement, sur le fond, on se retrouve. Ça n'est pas possible. Que voulez-vous que je vous dise ? Les partis qui ont gouverné dans le passé, justement, ont des stratégies de survie qui les amènent, à mon sens, à ne pas regarder ce qui devrait être effectivement notre intérêt à tous, c'est donner davantage de clarté. Donc il y aura une liste génération avec Benoît Hamon, tête de liste. Oui, je proposais... Et citoyenne, ça veut dire que vous allez faire... Françoise Sévignon, l'ancienne présidente de Médecins du Monde et qui était jusqu'à peu première vice-présidente, je crois, de la coordination Sud, Salah Amokran, du Mouvement des Motivés, Éric Pliès, du Salut Social, tous ces gens-là nous rejoignent, oui. Place Publique a essayé de réunir tout ce monde-là. C'est fini, il n'y a plus de discussion possible. Ah mais si, mais il y aura Place Publique, une liste génération. J'ai à peu près que 95% de copains à Place Publique. Ce sont des intellectuels de gauche. Ils s'inscrivent dans le débat politique, je m'en réjouis. Mais ils voulaient réunir à peu près tout le monde entre Macron et Mélenchon. Mais après, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est réunir tout le monde entre Macron et Mélenchon. Est-ce que... moi, je ne demande pas qu'on soit d'accord sur tout, qu'on se mélange les sangs, etc., je vous rassure. Mais la gauche se reconstruit. Peut-elle le faire sans la clarté sur la stratégie ? C'est-à-dire, sans dire, par exemple, oui ou non, pensez-vous demain au Parlement européen qu'il faille reconduire ces grandes alliances, ces grandes coalitions droite-gauche ? Moi, je pense que ça n'est pas bon. Pas parce que la droite est infréquentable, c'est pas le sujet. C'est que, d'abord, ces grandes coalitions se sont plutôt traduites par une victoire intellectuelle et idéologique de la droite sur la gauche. Et puis surtout, elles ont conduit à des politiques d'austérité qui amènent la gauche à devoir justifier pourquoi aujourd'hui on supprime des droits, on supprime des services publics. Donc, moi, je suis pour la clarté. Dès lors que les coalitions, ça tire toujours à droite, c'est ça que vous dire. C'est toujours la gauche qui perd. Écoutez, en Allemagne, en Europe, en tout cas dans ces grandes coalitions, la gauche en est sortie en pièces et en lambeaux. Donc, je veux simplement dire, c'est que je frappe pas mes anciens camarades socialistes au propre en disant ils sont infréquentables. Mais tant qu'ils n'ont pas clarifié cela, cette stratégie-là, c'est difficile. Parce que ça voudrait dire quoi ? On fait une liste avec un peu de tout, puis après, tous ces gens, tous membres d'un parti politique, une fois qu'ils sont au Parlement européen, vont dans des groupes différents, défendre des lignes différentes. Mais qu'allez-vous... Comment on revient devant nos électeurs en disant en fait on a fait élire des gens qui ont sauvé leur peau et qui ont maintenant une indemnité d'élu, ils sont très contents ? Non, ça n'a pas de sens. Donc on va redémarrer sur des bases claires. Mais si vous avez des élus génération au Parlement européen, quels seront leurs partenaires ? Vous irez avec quel correspondant européen d'autres pays ? Là, hier soir, au Parlement européen, le Printemps européen, qui est le mouvement transnational auquel nous appartenons, donc a rallié des parlementaires issus du groupe socialiste et issus de la GUE, la gauche radicale. Il y a évidemment des écologistes qui sont intéressés, mais notre objectif, il est de construire un nouveau groupe. Et un nouveau groupe, pourquoi au Parlement européen ? Parce qu'on constate que tout ce qui existait jusqu'ici à gauche n'a ni permis pour les écologistes que l'Europe se dote d'un vrai agenda en matière de transition énergétique et écologique, ni pour les sociodémocrates n'a permis que les sociodémocrates ne pèsent vraiment dans les grands choix qui ont été faits depuis une vingtaine d'années sur les services publics, ni pour la gauche radicale n'a véritablement changé la donne. Donc il faut qu'on revoie ça et qu'on soit assez lucide sur ce qu'a été la stérilité de la gauche finalement dans le Parlement européen dans les 20 dernières années. Donc notre objectif, il est de contribuer, modestement, avec nos forces, à la constitution d'un nouveau groupe écologiste, social, européen. Vous avez fait tout à l'heure allusion à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit qu'il n'était plus à gauche. Il est où ? Je l'écoute. C'est pas moi, je vais pas le... Écoutez-le. Moi, je ne suis pas l'interprète, ni l'ambassadeur de Jean-Luc Mélenchon. Il dit « Je ne crois plus dans la gauche. Je ne veux pas rassembler la gauche. C'est pas mon boulot. Je veux unifier le peuple contre l'oligarchie. » Bon, dont acte. Moi, je crois en la gauche. Et donc, je veux la rassembler.
Vous avez des contacts avec lui? Non, plus depuis longtemps. Est-ce que vous tirerez un bilan de ces 6 mois qui vont venir, la campagne des élections européennes, le scrutin? Quelle stratégie vous aurez pour le scrutin suivant, celui des élections municipales? Est-ce que ça aura un impact? Forcément, parce que tout est lié. Et puis, je vous dis, on est dans une période très inédite qui est passionnante à la fois par cette irruption des citoyens français dans le débat politique comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, parce qu'elle nous fait craindre aussi, parce qu'elle fait sortir et les observateurs et analystes de la vie politique que vous êtes, les journalistes, et les responsables politiques, et puis beaucoup de responsables en général, économiques, intellectuels, de leur zone de confort. Avant, on avait des repères, tout était simple. Bon, c'est plus comme ça que ça se passe. Donc, on est dans un moment comme celui-là, et évidemment que les élections européennes vont être un moment de vérité, et puis derrière, les élections municipales vont sans doute aussi accélérer cette sorte de renouvellement puissant du personnel politique qui s'est opéré depuis l'élection présidentielle et législative. Donc, que va faire Génération? Moi, je dis aux membres de Génération de s'inscrire dans un débat assez large, transversal, pour poser des questions assez simples. Dans votre ville, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et qu'est-ce qu'on garde? Et de quoi on veut se séparer en fonction de nos convictions? Comment est-ce que, sur la question des transports, on rend le transport gratuit si c'est possible? Comment on favorise les mobilités propres? Comment on permet à la restauration scolaire de s'ouvrir au bio? Comment on redynamise les centres-villes et on réfléchit au juste prix de ce qu'on achète et de ce qu'on consomme? Tout ça, sont des discussions qu'on doit et qu'on peut avoir. Et là, j'invite, moi, les membres de Génération, ce qu'ils font sans même que je leur demande, à s'inscrire totalement dans ce débat public. Et ils le font. Et on verra ce que ça donnera aux élections municipales. Je ne peux pas encore vous dire là où on partira seul ou avec d'autres. Une dernière question très courte dans cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Alexis Tsipras, qui était la grande icône de la gauche, vient d'être reconduit en Grèce. En quelques mots, ça vous inspire quoi? Il fait maintenant finalement une politique d'austérité aussi, où il a accepté de... Il n'a pas eu beaucoup de choix. Soyons honnêtes, c'est que chacun d'entre nous, à la place de Tsipras, était dans une situation difficile. Moi, je suis très ami avec Yanis Varoufakis, qui a un jugement très sévère sur ce que la Commission européenne, la Banque centrale, le Conseil et le Fonds monétaire international ont imposé à la Grèce. Les conséquences que cela a eu pour les retraités, les conséquences que ça a eu sur la hausse de la mortalité infantile, il faut dire ça, la dégradation de l'accès aux soins, etc. On a fait payer très cher aux Grecs le comportement, par ailleurs, irresponsable des banques allemandes et françaises qui prêtaient à la Grèce. Donc, Tsipras, ça reste une personnalité qui est une personnalité avec laquelle il faut qu'on discute. Il a pris soin, dans la mesure du possible, de protéger les plus pauvres parmi les pauvres en Grèce, donc il faut l'entendre pour ça. Et en tout cas, discuter avec lui, ce que nous faisons, puisque nous discutons, Génération discute avec Syriza. Merci, nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Merci Corinne Laurent. Notre invité Benoît Hamon sera interrogé dans quelques instants par Romain Mazenot de RCF. Et tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de l'émission de Face aux chrétiens avec notre invité Benoît Hamon, fondateur de Génération. Et il est interrogé dans cette dernière partie par Romain Mazenot de RCF. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour, Alors l'accord sur le Brexit a été nettement rejeté à la Chambre des communes. Est-ce que vous craignez un scénario de no deal En tout cas, ça montre qu'il n'y a pas de scénario heureux à la sortie. Ceux qui pensaient que le simple fait de sortir rendrait tout rose du jour au lendemain, allumerait toutes les lumières en Grande-Bretagne, se sont trompés. Pourquoi? Parce que le projet d'accord qu'a soumis Theresa May a eu l'opposition de ceux qui ne veulent pas la sortie de l'Europe, de ceux qui trouvent qu'il fallait justement pas d'accord avec l'Union européenne. Bref, s'il y a eu une majorité de non à l'Europe, il n'y a pas de majorité en Angleterre pour dire que veut-on. Il y a une majorité contre, mais il n'y a pas de majorité pour. Alors il faut un second référendum? Moi, je n'écarte pas le fait que si les institutions sont bloquées, s'ils n'arrivent pas à décrocher, moi j'écoutais ce que disait la première ministre écossaise, et peut-être que le retour devant le peuple sera une solution. Après tout, si les institutions ne sont pas capables de mettre en œuvre ce qui était le désir du peuple britannique, faut-il peut-être que le peuple dise à nouveau sa vérité, en tout cas ce qu'il veut faire, et peut-être faudra-t-il de revenir devant les Britanniques pour savoir exactement
comment sortir l'Europe et le Royaume-Uni de ce mauvais pas. En plus, pour l'Europe, c'est une vraie perte. C'est quand même pas n'importe quelle démocratie, la démocratie britannique. Pour l'instant, il demande plutôt un nouveau délai. Enfin, il est possible qu'il demande un nouveau délai pour négocier avec l'Europe. S'il y avait encore 2 ans de négociation, ça vous semble jouable ou ça vous semble trop perdant? C'est surtout que l'accord, là, en l'occurrence, c'est un accord, passer le délai au-delà de 2020, qui est un accord de libre-échange. C'est-à-dire qu'en clair, ce qu'on va faire avec les Anglais, c'est juste de la libre circulation des capitaux et des marchandises, sans les éléments de régulation sociale et fiscale. Là, honnêtement, le cauchemar. C'est-à-dire que pour nous, pas aucun d'entre nous ne devrait désirer cela. Et l'accord signé c'est M. Barnier lui-même qui le disait, que ce serait qu'un accord de libre-échange me paraît être vraiment la formule la pire pour nous tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, déjà qu'on trouve l'Europe trop libre-échangiste et pas assez régulatrice, mais là, si on bascule dans une formule comme celle-là, je trouverais ça... oui, comme une vraie régression sur le plan politique, et je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Donc, aux Britanniques de décider, et si possible aux Européens, la responsabilité de ne pas leur rendre la vie trop infernale non plus. Et vous êtes inquiet pour les droits des Français installés au Royaume-Uni également ? Écoutez, je pense que je crois les Britanniques très pragmatiques. Ils savent la richesse qu'ils tirent de la communauté française, nombreuse, dynamique, jeune, très impliquée, très créative, très innovante, qui est présente notamment à Londres. Je pense qu'ils ne leur rendront pas la vie infernale. Alors vous êtes, on l'entend, très critique sur l'Europe, mais vous êtes un Européen convaincu. Vous croyez dans peut-être une autre Europe. Comment vous analysez ce retour aux frontières, ce besoin d'identité, notamment d'identité nationale ? Est-ce que ce n'est pas le résultat de cette Europe du libre-échange total que vous dénonciez, qui est finalement l'Europe telle qu'elle a été construite dès l'origine ? Oui, et avec un grand regret, c'est que n'a pas émergé une puissance publique européenne, n'a pas émergé non plus la capacité à dire ce qu'étaient nos préférences collectives, à nous tous Européens. Et il me semble aujourd'hui que la priorité qui doit être la nôtre est de recréer une communauté de destin des Européens. Et la question par laquelle on peut recréer une communauté de destin est, me semble-t-il, la lutte contre le réchauffement climatique et un instrument, un traité énergétique. L'Europe, elle s'est construite sur une intuition géniale, celle du CECA, donc la communauté européenne du charbon et de l'acier. Rendons-nous dépendants et nos industries dépendantes les unes des autres, et on arrêtera de se faire la guerre. Et comment on fait un traité énergétique avec des pays qui sont aussi différents? La France fait le nucléaire, l'Allemagne, elle refuse le nucléaire. La Pologne fait du charbon, mais justement, on a tous intérêt, pour les Polonais, à se sortir du charbon sans que les mineurs de Silésie soient mis au chômage, pour nous, de faire évoluer notre mix énergétique vers moins de nucléaire et plus de renouvelables, et pour tous, d'avoir en tout cas des émissions de gaz à effet de serre qui diminuent. Donc on a besoin aujourd'hui d'une vraie ambition dans ce domaine-là. Ça peut se traduire par un traité de l'énergie qui pense la sécurité de l'approvisionnement énergétique, qui ne voit pas la crainte qu'ont des États, notamment les États baltes, la Pologne, de devoir être un jour dépendants du robinet de gaz russe pour leurs approvisionnements énergétiques. Donc pensons notre souveraineté énergétique européenne, pensons l'augmentation de la part des énergies renouvelables, les transports propres, la sobriété énergétique comme des investissements qui doivent être faits au niveau européen. Ça me paraît être une question centrale, mais j'y rajoute, puisque l'Europe fait des règlements. Et que parmi ces règlements, il y en a quelques-uns dont on peut se dire qu'ils sont non seulement tatillons, mais dont on ne voit pas bien l'utilité qu'ils ont parfois. Ben moi, je vais vous en donner quelques-uns des règlements qu'on devrait prendre. Parmi ces règlements, moi, je souhaite que demain, l'Europe puisse dire plus une seule bouteille en plastique en 2025 en Europe. Pourquoi ? D'abord parce qu'on pourrait revenir à l'usage que l'on faisait avant de la bouteille en verre consignée. Ça a un impact énergétique positif puisqu'on aura moins de déchets, on n'aura pas à refaire ou à reproduire des plastiques à usage unique. Ça a des vertus nombreuses pour l'environnement. Les déchets plastiques, une étude vient de dire que non seulement ils polluent les océans, affectent le biotope, mais en plus émettent des gaz eux-mêmes à effet de serre et donc contribuent au réchauffement climatique. Voilà, on peut aujourd'hui construire une ambition sur ces questions-là. C'est ça dont on doit parler, parce que je peux vous assurer qu'on habite à Riga, à Budapest, à Madrid, à Paris ou à Bruxelles, la question du réchauffement climatique pour une famille, elle va être posée, et elle va être posée très vite. Et c'est autour de ça qu'il me semble que seule l'Europe a la taille critique et suffisante pour pouvoir avoir une ambition. Après,
et il y a eu un mot que je ne veux pas avoir donné l'impression de vouloir esquiver dans votre intervention et dont je veux parler, le mot frontière. Le problème que nous avons, me semble-t-il, c'est qu'à nos frontières, à part essayer d'empêcher les migrants de rentrer, on n'a aucune politique qui soit, sinon désormais un peu la question du carbone, mais aucune politique pour dire de quoi voulons-nous nous protéger ? Qu'est-ce que nous ne voulons plus voir rentrer sur le marché intérieur ? Quels sont les modèles que nous voulons défendre en termes de services publics, de protection sociale ? Et c'est cette discussion-là encore que les Européens doivent avoir. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'aux frontières de l'Europe, on régule l'entrée d'un certain nombre de biens et de marchandises, qu'on ait des barrières et tarifaires et non tarifaires. Dans le protectionnisme, c'est ça que vous... Mais moi, j'ai toujours défendu le principe de la réciprocité avec les États-Unis, la Chine. Ils nous empêchent d'accéder aux mêmes conditions que leurs entreprises nationales à leur marché. Eh bien, réciprocité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ça de paperasse à faire pour une entreprise européenne quand elle rentre sur le marché chinois, et par contre que les Européens, eux, ne pensent leur rapport au monde qu'à travers le libre-échange. Le fameux doux commerce. Le commerce n'est pas doux en toute situation, surtout quand il y a la mondialisation des échanges et quand on constate que finalement, les biens et les marchandises rentrent librement, les capitaux, je ne vous en parle même pas, par contre, les hommes, non. Les hommes, non. Alors, il y a quelque chose qui, moi, me heurte beaucoup à cette stratégie des murs contre les hommes, mais de la passoire quant à savoir si des produits fabriqués dans des conditions parfois environnementales et écologiques lamentables rentrent sur le marché européen, les capitaux circulent librement. Donc on doit repenser tout cela. C'est la raison pour laquelle je crois, moi, qu'il faut rester européen, mais aussi être férocement attaché à dénoncer le bilan lamentable des 20 dernières années à la tête de l'Europe. Tout à l'heure, vous avez dénoncé la voracité, la cupidité du capitalisme. Vous faites partie de ceux qui pensent que l'écologie n'est pas compatible avec le capitalisme aujourd'hui ? Ça va être compliqué de changer de modèle de développement en continuant à se fonder sur un modèle d'accumulation des richesses. On le remplace par quoi ? Je ne comprends pas bien. Soit on le tempère, mais moi j'étais ministre de l'économie sociale et solidaire. Tout le monde s'interroge sur la façon dont on peut raisonner notre économie, dont on arrive à dompter cette course à la cupidité, à l'accumulation, qui se traduit par des écarts incroyables de richesse, et le sentiment que le plein emploi, vous l'avez vu en France ? Non. On a mis 40 milliards de CICE pour aider les entreprises, on a cassé le droit du travail, il n'y a toujours pas de plein emploi, et en plus, les conditions de travail se dégradent. Donc, je pense qu'il faut interroger ce modèle-là. Et quand j'ai été ministre de l'économie sociale et solidaire, j'ai regardé comment le modèle coopératif, les formes mutualistes, pouvaient permettre d'entreprendre, de créer de la richesse, d'être plus résistant aux crises, d'introduire une notion de gouvernance démocratique dans l'entreprise et surtout de ne pas être lucratif, de ne pas rechercher le lucre, le gain à tout prix, mais vouloir que la richesse soit utile à l'entreprise, à sa raison sociale et à la société. Je trouve que c'est une belle idée et qu'il faut continuer à la travailler, mais aujourd'hui, parier sur une sorte d'éclair de conscience du CAC 40 pour essayer de sauver la planète, je vous prie de croire que si on parie là-dessus, on va avoir du mal. Au-delà du CAC 40, vous rencontrez des chefs d'entreprise qui sont tous convaincus de ce nouveau modèle que vous prenez ? Je me réjouis d'une chose, c'est que de jeunes entrepreneurs sociaux dans les écoles de commerce françaises, dans les grandes écoles, dans les universités, il y en a de plus en plus. Vous seriez... puis-je vous en citer une ? Formidable entreprise. Elle est strasbourgeoise, on ne la connaît que très peu. Entreprise où l'échelle des salaires doit être de 1 à 4. Elle s'appelle Ciel Bleu, avec un S. 2 jeunes profs de sport, il y a déjà 15 ans de ça, qui se disent, ou 20 ans peut-être même, qui se disent, si on faisait faire de l'activité physique aux personnes âgées dans les maisons de retraite, n'irait-elle pas mieux ? N'éviterait-on pas qu'elles tombent malades ? Et socialement, est-ce que ça se passerait pas mieux ? Leur entreprise a prospéré, c'est un groupe associatif désormais. Peut-être vont-ils basculer sur un modèle coopératif, je les entendais parler de ça. Ils ont créé une fondation, ils ont créé des objets qu'ils produisent eux-mêmes qui facilitent l'activité physique. Ils ont des partenariats, je crois, avec l'Institut Pierre-Emma Curie, quelques grands instituts scientifiques et médicaux qui montrent qu'on évite des récidives de cancer du côlon, d'une multitude de maladies qui broient les individus grâce à l'activité physique. Ça fait faire des économies à la sécurité sociale. C'est une entreprise sociale. Elle est louée dans le monde entier pour l'innovation sociale. Vous en avez entendu parler ? Non. Aux États-Unis, on en parle. À l'étranger, on en parle. On n'en parle pas en France, alors qu'elle nous rend des services formidables. Et elle nous invite, par exemple, à faire une chose. Pourquoi est-ce qu'on ne rembourserait pas l'activité physique quand elle est recommandée par un médecin, à certains moments de nos vies,
quand on est travailleur exposé à des risques musculo-squelettiques. Pourquoi est-ce qu'on ne le rembourserait pas comme une prescription? Ça nous éviterait de dépenser en médicaments ou en fioles de chimiothérapie pour certains cancers des sommes considérables. C'est mieux pour les individus, ça améliore la santé, c'est bienveillant, c'est l'économie sociale et solidaire. Mais il y a plein de projets comme cela. Alors ça ne résoudra pas tout. Mais encore faut-il avoir une ambition dans ce domaine-là. Moi j'en ai une, mais je vous le dis, en tout cas c'est la démission de Nicolas Hulot avait au moins cette vertu-là, c'était de dire, imaginez qu'on va lutter contre le réchauffement climatique à capitalisme constant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous aviez proposé un certain nombre de mesures pour lesquelles vous aviez été parfois moqué en 2017. C'était taxer les robots, c'était la semaine de 32 heures, c'était revenu universel. C'est venu trop tôt, ces idées, selon vous? Elles ont été mal expliquées? Ou alors, est-ce que vous allez les remettre sur la table pour les européennes, par exemple? Ah oui, mais la fameuse taxe sur les robots, de quoi s'agit-il en fait? Bon, les moqueurs pensaient que j'allais courir après ceux qui regardaient Star Wars, R2D2, en disant « t'as pas payé tes impôts ». Bon, soyons pas ridicules. Le sujet, c'est quoi? C'est quand la machine remplace les individus. Quand demain, vous serez dans une grande surface et qu'il n'y aura plus de personnes dans cette grande surface, la grande surface, elle va créer de la richesse puisque vous achetez dedans. Sauf que les responsables de cette grande surface ne paieront plus de cotisations pour financer les retraites. Qui paiera les retraites de ceux qui sont retraités aujourd'hui? Si on ne pense pas demain des prélèvements qui sont assis sur la richesse que crée une entreprise et pas sur le nombre de salariés, avec la révolution numérique qui diminue le nombre d'emplois dans certains secteurs, certains secteurs seront plus riches qu'avant et contribueront moins à la solidarité. Nous n'aurons plus de système de retraite viable. C'est tout ce que je dis. Alors, je l'ai marketé, on va dire, politiquement, en l'appelant la taxe sur les robots. Mais là où la machine remplace l'individu, il faut réfléchir à un financement différent de notre sécurité sociale. Et quand, pardon de rappeler ça, mais quand des grands patrons du numérique américain, Elon Musk, le président de Tesla, Bill Gates, disent « il faut le faire », pourquoi? Parce que dans nos laboratoires de recherche, on crée les machines, les intelligences artificielles qui vont remplacer massivement, pas simplement des métiers d'exécution, pas simplement des tâches difficiles, c'est une bonne chose, mais aussi des métiers qui étaient des métiers jusqu'ici intellectuels. Ils le disent, et ils disent si vous ne faites pas cette taxe, si vous ne changez pas le mode de contribution, c'est eux qui le disent, pourtant ils n'y ont pas intérêt. Eh bien demain, nous n'aurons plus aucun mécanisme de solidarité. Peut-être faut-il écouter ceux qui savent ce qui se passe dans leur laboratoire de recherche, plutôt que de continuer, comme le fait, je le regrette, Emmanuel Macron, à être dans un dogme assez stupide. Voilà. Une dernière question très courte de Romain Mazneau. Si vous avez des députés européens au mois de mai, ils rejoindront quel groupe au Parlement? Un nouveau groupe. Celui qu'on appelle celui du printemps européen, qui sera ouvert à des écologistes, actuellement dans le groupe écologiste, des membres de la gauche radicale ou à des sociodémocrates, mais nous siégerons dans un nouveau groupe. Qui peut donc s'ouvrir à quel type de... Justement, qui proposera une solution à l'échec de chacun de ces groupes que j'ai cités, les communistes dans leur groupe, les écolos dans leur groupe, les sociodémocrates, sans tout ça, n'amène beaucoup de résultats. Donc on veut nous dire, prenons le meilleur de tous ces groupes pour essayer cette fois-ci de faire vivre la gauche, plutôt que d'être toujours dans l'ombre des conservateurs, comme c'est le cas depuis 20 ans. Insoumise y auraient leur... S'ils le souhaitent, avec plaisir, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le chemin qu'ils prennent aujourd'hui. Mais je peux vous dire que si je peux avoir des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai fort heureusement à la fois des amitiés et des points d'accord avec bon nombre d'élus ou de militants insoumis. Merci beaucoup Benoît Hamon. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et vous pouvez d'ici là retrouver cette émission sur les sites internet de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bonne semaine, à la semaine prochaine.